Merci de nous recevoir chez vous, madame, messieurs. Bonjour encore une fois de plus. Bienvenue dans les débriefs, la grande émission qui vous permet de faire la ronde des actualités ayant dominé toute la semaine. Pour ce, nous choisissons pour vous un invité avec qui nous allons faire des analyses sur le grand sujet ayant dominé la semaine. Pour ce jour, nous avons pour vous messieurs Steve Kabasele. Il est cadre de la Ligue des serviteurs, LS en sigle. Avec lui, nous allons faire la ronde des actualités. Monsieur Steve Kabasele, bienvenue parmi nous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci madame, bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de Débrief. C'est pour la première fois que je prends part à cette émission. Je pense que ça ne sera pas une dernière. Et je suis très ravi d'être votre invité de ces week-ends. Je suis cadre, comme vous l'avez dit, du Parti Ligue des serviteurs, parti cher à l'honorable Ntingi Pouloulou, un parti qui est préparé avec un modèle de gestion, n'est-ce pas, fondé sur le modèle du triangle du physicien Ntingi Pouloulou, cerveau. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que votre invité, je suis préparé de répondre à toutes vos questions. Très bien. Merci beaucoup. Il est préparé à répondre à toutes les questions épineuses concernant la gestion de la République. On fait un tour à l'international. Nous sommes en Tunisie où la population proteste contre la coupure d'eau et la rareté des denrées alimentaires. À cause de cette colère, la population exige même au président de la Tunisie de démissionner. Comment vous avez pris cette information? Vous savez, la Tunisie... C'est un peuple conscient par rapport à la population. Absolument. Donc, lorsque un peuple atteint la maturité, un peuple qui n'est pas facile à manipuler, ni par le pouvoir, ni par l'opposition, un peuple qui est conscient de ses droits et ses devoirs, il est capable, n'est-ce pas, de réclamer ce qui lui revient de son droit. Donc, je pense que ce qui s'est passé en Tunisie, donc c'est un modèle qu'on doit, nous aussi ici au Congo, les peuples congolais doivent copier, n'est-ce pas, savoir, n'est-ce pas, être indépendant en esprit. Ok. Donc, les peuples congolais ne sont pas indépendants en esprit. Donc, nous dépendons des acteurs politiques. Lorsqu'il y a des appels pour défendre les intérêts des acteurs politiques, on est premier à répondre à ces genres d'appels. Mais lorsqu'il s'agit de revendiquer nos propres droits, la hausse des prix des biens sur le marché, peut-être de l'eau, comme ça s'est passé en Tunisie, c'est ce qui ne peut pas se faire ici au Congo. C'est une question de conscience et les peuples tunisiens sont conscients de ce qu'ils font. Et ils ont revendiqué leurs droits et c'est des bonnes guerres entre la population tunisienne et le pouvoir. Et je crois que c'est un modèle que nous devons copier et nous devons conscientiser la population congolaise de connaître leurs droits et leurs devoirs. Très bien. Fidèles amis téléspectateurs, nous sommes avec vous. Faites-nous parvenir vos remarques et suggestions en Pérou, parce que nous sommes à l'international. Au Pérou, il y a un séisme dans la partie sud. D'ailleurs, on dit qu'il n'y a aucun mort, mais il y a quand même des dégâts matériels, il y a destruction de certaines infrastructures. Et puis, on se demande pourquoi ces derniers temps, il y a trop de catastrophes naturelles à l'international. Nous avons connu les canicules en France, un séisme au Venezuela, puis en Colombie. Et aujourd'hui, nous sommes informés de ce qui se passe au Pérou. Déjà, ce 20 août, il y a eu séisme dans sa partie sud. Est-ce que la RDC peut prendre déjà des précautions parce que les catastrophes sont naturelles? Si ces catastrophes détruisent même les pays qui sont un peu plus développés et plus organisés, alors qu'en sera-t-il s'il s'agissait de la République démocratique du Congo? Oui, merci. C'est ce séisme qui a touché les Pérou, n'est-ce pas? Ça a touché la région de Ayacucho. Il n'y a pas eu de morts, bien évidemment. Mais tout cela, c'est la conséquence de la mauvaise gestion de l'environnement. Vous savez, que ce soit le continent européen, Afrique, l'Amérique, on n'a pas su, n'est-ce pas, gérer l'environnement. Et aujourd'hui, on est en train de subir tout ce qu'on est en train de voir, par exemple, ce qui s'est passé au Pérou, les tremblements de terre. Donc, c'est une conséquence, comment on appelle ça? Ce sont des actes naturels, ok, qui est issu de la mauvaise gestion de l'environnement. Aujourd'hui, avec la RDC, nous avons le bassin du Congo. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement doit veiller sur les déboisements
à la partie, je crois, ouest de la RDC, où on est en train de déboiser à tout moment. La forêt équatoriale de la RDC, n'est-ce pas, contribue sur le plan mondial, n'est-ce pas, à 45% après la forêt d'Amazonie. Et je crois que nous devons, nous, les Congos, savoir que ce qui arrive n'est-ce pas, en France avec les canicules, donc une température très chaude. Il faut chaude. être prévoyant. Absolument, nous devons être prévoyants. Ça peut aussi arriver au Congo. On ne peut pas dire que nous sommes exemptés de ce qui arrive à l'international. Donc nous devons s'attendre à ça un jour. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ce que l'Europe, l'Amérique est en train de subir aujourd'hui, c'est la mauvaise gestion de l'environnement. Avec tout ce qu'on a connu, avec la technologie, avec, comment on appelle ça, les véhicules qui circulent avec le carburant, donc qui produisent les effets de serre, ne peuvent produire que de telles conséquences. Donc on en a connu dans les temps au Japon, on a connu ça en Colombie, vous en avez parlé, aujourd'hui c'est au Pérou, et peut-être demain ça sera la France, pourquoi pas la RDC, et nous devons prendre conscience de bien gérer notre environnement. Très bien. Comment gérer notre environnement? Il faut être prévoyant. Est-ce que la Métalsat et toutes ces structures-là qui s'occupent de prévision météorologique, de conservation de la nature sont bien équipés aujourd'hui en République démocratique du Congo? Bon, je ne peux pas affirmer ni infirmer qu'ils sont bien équipés ou pas, parce que je n'ai jamais été là-bas, mais à ce que je sache, nous avons une structure qui est chargée... Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée également. Absolument. Et que vous êtes aux commandes. Nous sommes aux commandes, mais je n'ai pas eu le temps, n'est-ce pas, de faire un tour, de visiter la Mételstat. Et je ne suis pas dans la gestion. J'ai fait partie de l'Union Sacrée, mais je ne suis pas dans la gestion. Parce que quand on est dans la gestion, on occupe un poste ministériel, le poste de mandataire, je ne sais pas moi, gouverneur ou quoi. Donc, je suis membre de l'Union Sacrée, je suis membre d'un parti politique qui est partenaire de l'Union Sacrée, mais je ne fais pas partie de la gestion. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne saurais pas affirmer ou infirmer que la Mételsat est bien équipée ou pas. Très bien. C'était un tour à l'international. Nous allons retourner au pays. Madame, messieurs, merci encore de nous suivre. Nous allons parler de tous les dossiers qui ont marqué cette semaine déjà. Félix-Antoine Tshisekedi met en arrêt provisoire les opérations Kinshasa, Zobonga, assainissement et tout, parce que la population s'est plainte. Les parents sont en train de préparer la rentrée scolaire. Quand on détruit les étalages, ils ne savent pas comment faire pour rentabiliser les recettes et faciliter la rentrée à leurs enfants. Comment vous saluez cette mesure? Nous les trouvons déjà assez tardives parce qu'il y a eu déjà des dégâts à Kimbuta, à Kapela, à Bayaka, à Bandal aussi, j'ai vu cette réaction tardive. Vous savez, nous, au Parti Ligue des Serviteurs, on a toujours parlé de la décentralisation du pouvoir. Okay? Le président de la République ne peut pas se substituer lui-même du Premier ministre, du gouverneur de la ville, ainsi de suite. Certainement, vous parlez de la lanterne dans la prise de décision. Moi, personnellement, j'ai eu à les dénoncer sur ces plateaux, je crois avec votre confrère Billy. J'ai eu à les dénoncer. J'étais pour, n'est-ce pas, l'assainissement de la ville. J'étais pour que la ville soit propre, mais je ne voulais pas que le paisible citoyen, les pauvres dames, les pauvres messieurs qui se débrouillent, n'est-ce pas? Vous savez, la quasi-majorité de notre économie est alimentée par l'informel. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, déranger ces dames, déranger ces messieurs qui, n'est-ce pas, à travers leurs activités qu'ils opèrent par-ci, ça et là plutôt, les déranger, n'est-ce pas, ça porterait même préjudice sur la mobilisation des recettes ici dans la ville de Kinshasa. Très bien. Aujourd'hui, voir le président de la République réagir, je me suis dit que je suis un homme erré, c'est-à-dire nous avons lancé un cri d'alarme et le président de la République nous a... Mais il a réagi tardivement, ça vous l'admettez pas. Je ne pense pas qu'il a réagi tardivement parce que le président n'a pas seulement ça comme problème. Donc, ce n'est pas sa priorité, non, je ne dis pas que ce n'est pas... souffrance de... Non. Je ne dis pas que ce n'est pas sa priorité, non.
j'ai dit que le président a plusieurs préoccupations. Bien sûr, sa population, il s'en occupe. Donc, il y a un gouvernement, il y a un gouverneur qui est chargé, n'est-ce pas, de gérer la ville de Kinshasa. Et le président a vu que ce qui se passe, n'est-ce pas, c'était un dérangement de la population de la ville de Kinshasa. C'est pourquoi il a décidé, en lieu et place, de déranger ces dames, de déranger ces messieurs. Pendant cette période où on est en train de préparer la rentrée scolaire, il faut peut-être le conscientiser, n'est-ce pas, à l'assainissement de là où ils opèrent, au lieu de casser, n'est-ce pas, vous cassez après, vous partez sans pour autant remplacer quelque chose de bon, ce que vous avez cassé. Par exemple, quand vous allez à Capella, vous avez cassé et après avoir cassé, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut peut-être penser à aménager. L'État aménage ces sites qui sont sur le voie publique. Il peut, n'est-ce pas, le mettre en location, n'est-ce pas, aux personnes. Vous êtes des l'Union sacrée, pourquoi vous n'apportez pas ces idées? Non, nous les disons. Parce que vous parlez comme si vous étiez de l'opposition, comme si vous n'êtes pas avec lui dans la gestion, alors que vous êtes avec Tshisekedi là-bas à l'Union sacrée. Nous sommes avec Tshisekedi dans l'Union sacrée. Je suis tout à fait d'accord. Mais nous n'avons pas la gestion. Nous n'avons pas la gestion. Donc, notre rôle, c'est de parler à travers les plateaux de télévision comme ça. Peut-être je n'aurai pas l'occasion... Comme le font les opposants. Non, qui n'ont pas de place pour parler au chef de l'État. Ils les font à travers les plateaux de télévision, alors que vous êtes avec lui à l'Union sacrée. Les opposants ne viennent pas proposer des pistes et des solutions. Les opposants viennent peut-être s'aimer la zizanie, porter des critiques, insulter. C'est ce qu'ils font les opposants. Moi, je viens proposer, n'est-ce pas, à ceux qui gèrent, parce que nous savons tous que ceux qui gèrent n'ont pas les monopoles, n'est-ce pas, des connaissances sur ce qu'ils font. Donc, nous pouvons apporter notre part ou notre contribution sur ce que nous connaissons, ce que nous pouvons faire, et parce que nous n'avons pas la gestion avec nous. Le Parti Ligue des Serviteurs est un membre de l'Union sacrée, mais le Parti Ligue des Serviteurs ne gère pas. Qui se dédouane de la façon de faire de l'Union sacrée. On ne se dédouane pas. Donc, s'il faut apporter des propositions, nous les faisons. Très bien. Fidèles amis téléspectateurs, vous êtes en train de suivre les débriefs. C'est un plaisir de savoir toujours que vous êtes nombreux. On va passer à autre chose. Toujours en République démocratique du Congo, premier trajet du train urbain après plusieurs décennies plutôt. Finalement, le train urbain a quitté la gare centrale pour l'aéroport avec une durée d'1h20 ou 15 minutes avec près de 10 arrêts. Comment vous avez réussi cette nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Vous savez tous qu'avec la mondialisation, nous avons la facilité de se connecter avec la Chine, Dubaï, ainsi de suite. Aujourd'hui, tout Congolais, tout Quinois a la possibilité, n'est-ce pas, de s'acheter un véhicule. Et nous avons constaté une augmentation plutôt dans le secteur des charretiers automobiles. Et c'est ce qui cause d'ailleurs les embouteillages. Et j'ai toujours proposé la diversification des moyens de transport. Ici à Kinshasa. Aujourd'hui, voir le lancement, une fois de plus, après je crois 15 ans, le train, et ça peut soulager tant soit peu la population de la partie est de Kinshasa, Tchangou. Donc, Tchangou, ceux qui sont à l'aéroport, Kimpasa, ainsi de suite, au lieu de prendre le bus, taxi, ils peuvent arriver en ville facilement par train. Donc cela peut, n'est-ce pas, désamorcer un peu ces embouteillages que nous connaissons le jour. Aujourd'hui, les enfants sont à la maison. Il y a un peu, n'est-ce pas, on peut dire, la situation est un peu normale. Ouais, c'est un peu fluide. C'est un peu normal parce que les enfants sont à la maison. Aussitôt qu'il y aura la rentrée scolaire avec cet ajout de véhicules qui sont stationnés peut-être à la maison, et il y aura l'augmentation encore de plus dans les secteurs des charretiers automobiles, on risque de connaître encore de plus en plus les embouteillages. Avoir les trains,
Ça peut soulager tant soit peu les Mais habitants. on se plaint de la qualité, s'il faut le dire. Hein. Bon, je ne sais on pas dit la que qualité, nous sommes en plein 21e siècle. La qualité, en plein je ne sais 21e pas, siècle, moi. on nous apporte de trains La qualité, de l'époque la coloniale, qualité- alors qu'il y a des pays africains, s'il faut que je rajoute, il y a d'autres pays africains, tels que les Sénégal, qui ont quand même des trains sophistiqués, Moderne. des trains modernes. Pourquoi il faut redresser, rabaisser le pays, un pays comme la République démocratique du Congo, à des trains datant de l'époque coloniale qu'on a repeint, qu'on a fait certains retouches. Même quand vous allez au Sénégal, tel que vous le dites, même en Angola, je ne pense pas qu'il n'y a pas de trains. Même en France, les trains existent. Il y a les métros. Ils sont modernes. Il y a les métros. Il y a ce qu'on appelle les trains à grande vitesse. Il y a aussi les TGV, il y a aussi les trains tels que vous venez de les souligner qui sont archaïques. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce qu'il faut savoir, est-ce que la France telle qu'il est là, la France a été construite en un seul jour? Je ne pense pas. Je n'ai pas voulu donner les exemples des Occidentaux. J'ai cité seulement nos pays frères. Est-ce que le Sénégal est affronté par la guerre comme la RDC? J'ai dit non. Parce que pour faire tout ça, il faut avoir des moyens. J'ai vu le balai des investisseurs qui sont venus. Il y a des protocoles d'accord qui ont signé ça et là entre la ville, entre le gouvernement et les Donc vous estimez investisseurs. que la RDC n'a pas de moyens pour s'acheter de trains modernes? Il ne suffit pas seulement d'acheter. Il faut Ne commencer me poussez pas à par... vous rappeler tous ces fonds qu'on est en train de détourner ça et là. Écoutez. Pour dire qu'il y a quand même de l'argent dans ces pays. Sauf qu'il n'est pas utilisé à bon escient, s'il faudrait le dire. C'est que vous êtes de l'Union sacrée, ça sera difficile d'admettre. Écoutez, madame. Vous savez, on a toujours dit qu'au Congo, il y a l'argent. Oui, je l'admets qu'il y a l'argent. Mais est-ce que l'argent qu'on a au Congo répond à la hauteur des besoins qu'on a? J'ai dit non. J'ai dit non. Donc c'est disproportionné. Oui. Personne ne peut les nier, à moins que vous soyez de mauvaise foi. Tout ce que nous avons comme besoin dans notre pays, je ne pense pas. Lorsqu'on nous présente un budget, par exemple, de 20 milliards de dollars américains, dont 80%, c'est juste pour le paiement des salaires, les frais de fonctionnement des institutions, et ainsi de suite. Et le 20%, il faut penser aux efforts de guerre. Vous pensez qu'avec un tel budget, comment imaginer construire d'abord? Parce qu'avant d'acheter les trains en grande vitesse, il faut d'abord construire les rails. Il y a eu un partenariat, je pense que tout au début, quand le président de la République est arrivé, il y a eu un protocole d'accord qui a été signé avec l'Allemagne. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, la réalisation continue à tarder, mais je crois que on a cette volonté manifeste de faire cela. Mais, avec le temps, ça va se réaliser. Avec le temps, ça va se réaliser. Parce que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, personne n'a cru qu'un jour, on aura ce qui se passe à Banane avec les ponts en eau profonde. Mais la construction est en cours. Et je pense qu'il y a étape par étape. Il y a étape par étape. On a commencé avec la construction des routes, on a entamé la construction des universités, les aéroports, petit à petit. Demain, peut-être que ça sera dans le cadre de la diversification des moyens de transport, pourquoi pas la construction de trains modernes. Déjà, on rappelle qu'il se pose un problème de route. Les trains aura certainement rencontré certaines difficultés. Donc, il faudrait commencer par réhabiliter certaines routes et puis mettre le moyen de transport dont vous parlez. Parce qu'on ne peut pas commencer par la fin. Fidèles amis téléspectateurs. Mais c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes en train de il faut commencer par construire et non réhabiliter. Parce que le train à grande vitesse, je ne pense pas qu'il faudra compter sur le même rail. Non, ça, il faudrait d'autres infrastructures. Les colons ont laissé. Donc, il faut commencer par reconstruire et puis acheter les trains pour satisfaire la population congolaise et quinoise en particulier. Vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas l'argent qui manque à la République démocratique du Congo pour faire mieux, pour proposer mieux. Il suffit d'un peu de volonté, un peu d'organisation, ça pourrait aller. Certainement,
En moitié, oui. J'ai dit, il y a l'argent. Il faut aussi savoir comment les canaliser. OK? Comment les canaliser? Parce que c'est inadmissible dans un État comme le nôtre où le PIB est estimé à près de 90 milliards de dollars américains. On est incapable de réaliser, ou les taux fiscaux de 20%. Il y a un problème. Donc, il y a un problème de corruption, de détournement. C'est ce que j'avais dit. C'est-à-dire, il faut, n'est-ce pas, que tout Congolais prenne conscience que nous avons que les Congos. Donc, les détournements, c'est à tous les niveaux. Peut-être on crie sur les détournements de millions que font les grands politiciens, les autorités. Mais même si vous allez dans des entreprises publiques, l'administration publique, ok? C'est partout. C'est partout. C'est partout. C'est un problème de conscience. Ça devient quand même monnaie courante. Tout Congolais sait que lorsqu'il y a quelque chose dont je dois soutirer même un 20 000 francs. Très bien. C'est un problème de conscience, c'est aussi un problème d'impunité. Fidèles amis téléspectateurs, on va parler justice. Parce que j'ai évoqué impunité, la justice congolaise est lente dans ses démarches. Je vais citer les dossiers Vali Amissi, ces jeunes entrepreneurs que vous connaissez certainement, que vous avez connus certainement par les réseaux sociaux. Absolument. Parce que c'est ça, son histoire était virale. Vali Amissi, qui a été sauvagement assassiné. Le présumé assassin Béni Moukena, qu'on a vu dans les vidéos, drainer quelque chose qui ressemblerait au corps, parce que jusque-là, la justice ne s'est pas encore prononcée. C'est le présumé assassin. On dirait c'est le principal coupable, et le principal plutôt assassin. Je cherche le mot. Les présumés suspect. assassins. Voilà, c'est le principal suspect. C'est le mot que je cherchais. Alors, il se retrouve à Brazzaville. On a vu sa vidéo où il disait qu'il y a des hauts cadres qui ont commandité ce meurtre. Mais il a du mal à les citer et tout ce qui va avec. Mais ce que la population déplore aujourd'hui, ça va faire bientôt 1 mois depuis qu'on attendait que Béni Moukena soit extradé à Kinshasa pour qu'il soit entendu, pour qu'il réponde aux questions de la justice, pour que la lumière soit faite sur ces dossiers Vali Amissi, qui n'a pas blessé seulement que sa famille, mais qui a blessé toute l'opinion, toute l'âme de la population congolaise a été blessée par cet assassinat. Qu'est-ce qui justifie cette lenteur? Bon, je pense que je ne fais pas partie de l'appareil judiciaire. Je rappelle que Willy Bakonga a été rapidement rapatrié quand on l'avait... Absolument, absolument. C'est comme vous êtes inquiété, pareillement moi aussi, parce que celui qui a été assassiné, c'est un être humain. Nous prenons la sacralité de la vie humaine. Voir quelqu'un être assassiné comme ça, à fleur d'âge, tout simplement, pour des raisons dont j'ignore jusqu'à présent. Le présumé assassin a été appréhendé au niveau de Brazzaville. Alors, il a été prévu à son temps, c'était un certain samedi qui devait être extradé à Kinshasa. Subitement, on avait reporté, je ne sais pas pourquoi son extradition a été reportée. Est-ce que c'était dû au problème d'ordre technique? Est-ce qu'il n'y avait pas des bateaux ou canaux rapides pour le prendre? Avec le temps que ça a pris, toutes les raisons, que ce soit procédurial ou technique, judiciaire et tout, toutes les raisons, que ça soit diplomatique, avec le temps que ça a pris, n'en valent plus la peine. Mais parce que s'il était question de procédure, on sait que normalement, la justice congolaise, c'est-à-dire le ministre de la Justice, devait écrire au ministre de l'autre côté. Ça passerait certainement par notre ambassade là-bas, par le ministre des Affaires étrangères de Congo-Brazzaville, et finalement, ça allait arriver au ministre de la Justice là-bas. Si il était question de procédure, on a pris presque 1 mois. Quelle est cette procédure avec cette avancée de nouvelles technologies de l'information et de la communication qui va traîner? Oui, c'est ça, c'est ce que je vous dis, madame. Moi, je ne peux pas ici venir affirmer des choses, surtout sur une question très sensible comme celui-là, parce que nous avons tous vu sur les réseaux sociaux les présumés assassins citer les hauts
cadre politique du pays. Et d'ailleurs, il a souligné qu'il avait souligné à son temps qu'il craignait de sa sécurité s'il dévoilait les personnes en question. Et moi, je me pose aussi la question, qu'est-ce qui fait que ces messieurs ne soient pas extradés jusqu'à ce jour? Et je crois que c'est une occasion. Là de haut cadre qu'on est en train ça, de je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je ne vais pas spéculer ici. Mais c'est que je pense que la justice doit, à travers ce dossier, laver son image. Laver son image. Elle la salit. Elle ne la lave pas. Hein. Ne serait-ce que nous savons tous que le président de la République. En tout cas, on se plaint déjà de cette lenteur. Le président de la République l'a dit à maintes reprises que notre justice était malade. Et si elle était plutôt complice? Je le reconnais que cette justice, elle est malade, mais je n'affirme pas que dans l'appareil judiciaire de la RDC, tous les avocats, tous les magistrats sont malades. Non, il y a des avocats, des magistrats qui sont exemplaires. Comme on le dit dans notre tradition, ici à Kinshasa, au moment où on en est, ici, c'est au ministre de la Justice de nous dire qu'est-ce qui traîne, qu'est-ce qui empêche que le monsieur soit extradé. C'est au ministre de la Justice. Donc, je ne fais pas partie de l'appareil judiciaire et je ne vais pas ici spéculer pour tomber dans l'erreur que certains sont en train de commettre sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il est important que la lumière soit faite sur cette question, que la famille soit au moins soulagée, qu'ils sachent au moins qui a tué leur fils, qui a tué leur frère et pourquoi leur frère a été tué. Donc c'est vraiment une façon de laver l'image de la justice congolaise. Je ne sais pas si la justice congolaise parviendra à laver son image sur ces dossiers parce que finalement, avec... on a pu examiner toutes les raisons diplomatiques, procédurales, juridiques, techniques et tout. En tout cas, avec le temps qui s'est écoulé, on ne s'est pas donné de raison pour justifier cette lenteur de la justice, à moins que le ministre vienne faire le point. Mais sinon, on se demande si la justice congolaise est finalement complice ou elle est vraiment malade. Je crois que dans les jours à venir, peut-être que à travers les briefings que le ministre de la presse et médias, donc M. Patrick Mouya organise, pourra peut-être inviter le ministre de la Justice pour répondre à cette question. C'est à lui de faire la lumière. Sur ce qui se passe, ce qui s'est passé, pourquoi le monsieur continue à rester à Brazzaville. Certaines personnes estiment qu'il serait déjà au Gabon. Nous avons récemment vu une vidéo de lui dans une boîte de nuit. On ne sait pas si elle est récente. Absolument. Et je pense que sa famille est dans la manœuvre pour que la lumière soit faite. Et je crois que nous aimerions que la justice soit en mesure, n'est-ce pas, à travers ces dossiers, ne serait-ce que laver son image. Très bien. Espérons que la justice lavera son image. Sinon, les Congolais ne savent plus se confier à elle. D'ailleurs... beaucoup de questions surgissent. Donc, Wetanti, comme on le dit, c'est un dossier de justice que nous laissons libre cours à la justice d'éclairer notre lanterne. On parle finalement de la fermeture des TikTok, un sujet qui a animé la toile toute cette semaine. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais, je cite Christian Bossembe, a affirmé avoir entamé certaines démarches pour fermer TikTok parce qu'il y a beaucoup de déviations. Vous êtes de cet avis? Je crois que c'est pour la deuxième fois que je vais répondre à une telle question concernant TikTok. Celui qui a créé TikTok n'avait pas créé ça pour les Congolais. Celui qui a créé TikTok l'a créé comme réseau social qui permet, n'est-ce pas, aux utilisateurs d'être en contact en temps réel. Aujourd'hui, à travers TikTok, nous voyons les serviteurs de Dieu prêcher leurs fidèles qui sont peut-être au pays, en dehors du pays, tout en étant chez lui à la maison. Il y a des gens qui vendent. Il y a des gens qui vendent à travers TikTok. Il y a des gens qui enseignent à travers TikTok. Alors, fermer TikTok parce qu'il y a des dérapages, moi je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, avec, n'est-ce pas, la mondialisation, les deux États, comment dirais-je, les gouvernements congolais peuvent contacter, n'est-ce pas, TikTok
c'est un réseau qui appartient à la Chine. À la Chine, oui. À la Chine, peut contacter la Chine. La Chine peut faire le mécanisme, n'est-ce pas, d'extirper toute personne qui utilise abusivement TikTok. Ça peut se réaliser. Nous le voyons avec YouTube. Quand vous mettez des images qui sont, n'est-ce pas, obscènes, par exemple, automatiquement, on ferme votre chaîne. Pourquoi pas avec TikTok? Et deuxième chose, lorsque nous passons nos messages, nos images, tout ce que nous faisons sur TikTok en lingala, est-ce que la personne qui gère TikTok connaît la langue lingala? Je ne pense pas. Donc, c'est ça qui peut, n'est-ce pas, retracer tout ce qu'il constate de la fermeture. Absolument, absolument. Nous-mêmes, ici au Congo, on ne saura pas réguler ça. Certainement, nous avons une loi sur le numérique au Congo qu'on peut présenter à la Chine pour lui faire voir, voilà ce qui se passe avec votre réseau social ici au Congo. Les gens l'utilisent abusivement. Nous voulons, n'est-ce pas, créer soit une commission ensemble entre nous ici, l'institution de régularisation plutôt, des régulations, c'est ça ce que je voulais dire. Et vous, la Chine, et puis comment le propriétaire de TikTok. Très bien. Mettre ensemble le mécanisme qui permettra de suivre en temps réel ceux qui utilisent TikTok d'une manière abusive, qu'on puisse les extirper. Très bien. Est-ce qu'il y a un courant, je ne sais pas dire un courant, mais il y a une opinion qui pense que Christian Bossembe aurait pris, je vais utiliser les conditionnels, aurait pris cette décision pour encenser la première dame, Denise Nyakeru, qui a été récemment le sujet de toutes les moqueries sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. On l'a insulté, on l'a traité de tout le mot. Alors, pour faire peur à ceux qui étaient en train d'insulter la première dame, Christian Bossembe aurait pris cette mesure pour intimider ce qu'on appelle les TikTokers. Bon, ça, est-ce qu'après avoir pris cette décision, est-ce que ça a cessé? J'ai dit non. Ça n'a pas cessé. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec... Il y a des gens qui pensent qu'il a fait ça pour que la première dame voie qu'il est en train de le défendre. Bon, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Moi, je crois que c'est dans ses devoirs, n'est-ce pas, de voir que son secteur soit sain. Donc, dire que Bossembe l'a fait pour que madame, la première dame, puisse, n'est-ce pas, l'applaudir, bon, je ne sais pas. Je ne suis pas omniprésent ou omniscient pour savoir ce que réellement pense M. Bossembe. Mais à ce que je sache, il est très important parce que demain, aujourd'hui, on a incité madame, madame Nyakeru, qui est la première dame. Demain, ça sera vous. Après-demain, ça sera moi. Personne n'est épargné là-bas, on insulte tout le monde. Absolument, absolument. Mais ce qui est important, si aujourd'hui je me réveille pour avoir insulté, je suis au moins détecté. Très bien. Là où j'habite, là où je suis, avec la nouvelle technologie, c'est possible. Donc, c'est-à-dire, TikTok peut insérer... Même ceux qui vivent en dehors de nos frontières. Même ceux qui vivent en dehors des frontières. On peut les détecter et saisir l'Interpol s'il faut entamer des procédures judiciaires contre tous ces récalcitrants. Donc, c'est possible. Très bien. C'est possible. Là encore, il faudrait revoir c'est sur quel dossier on saisit l'Interpol. Ce n'est pas pour des dossiers criminels, on les saisit aussi pour des dossiers civils et pénaux. Mais écoutez, est-ce que tous ceux qui sont arrêtés à l'étranger, ce sont des criminels? Non. Très bien. Fidèles amis téléspectateurs, il faudrait encore revoir le loi qui régit Interpol pour apporter de la lumière à ce sujet. Puisqu'on parle de réseaux sociaux, on a vu une vidéo virale cette semaine, cette vidéo qui a fait le tour plutôt de toute la toile. Une dame se présentant à la cité de l'OIA comme étant épouse du chef de l'État et exigeant qu'on la rétablisse dans ce droit. On se demande qu'est-ce qui s'y passe. La maison civile a certes dit que c'était une fausse information, que la dame était mentalement déficiente et tout. Mais quelle est cette légèreté dans un lieu où le chef d'État réside?
C'est vraiment, Elle est passée par combien c'est de vraiment barrages triste, pour hein, arriver certainement. là-bas et tout. J'ai suivi cette vidéo sur les réseaux sociaux. J'ai suivi l'intervention d'un monsieur qui prétend être le frère de la dame. Il a dit que la dame souffre d'un problème mental. Je pense que la question que nous devons se poser, est-ce que le président de la République vit en sécurité? C'est ça la grande question. Toujours sur les réseaux sociaux, il y a une dame qui a parlé que le président de la République serait, n'est-ce pas, face d'une tentative de coup d'État sur les réseaux sociaux. Oui, c'était non, je m'en souviens. Une dame. Et elle a dit qu'il y aura une dame qui viendra à la présidence. Et après quelques jours, les faits montrent que la dame qui avait dit que le président de la République serait en face des tentatives de coup d'État avait raison. Disons-le comme ça. Comment comprendre une dame qui arrive à la présidence? Je suis rassuré qu'il y a des barrières. Comment il a su, n'est-ce pas, passer tous les barrières pour arriver, n'est-ce pas, là où elle est arrivée, pour se déclarer être, n'est-ce pas, l'épouse du président de la République. Je ne sais pas moi si elle est l'épouse du président de la République. Où est-ce qu'ils ont passer leur mariage civil, je ne sais pas, ici au Congo, à l'étranger, je ne sais pas moi. Si le président de la République avait doté réellement la dame, son frère allait l'affirmer et son frère ne reconnaît pas le président de la République être leur beau-frère. Et je crois qu'il y a vraiment du louche sur cette question. Cette déclaration pouvait être par contrainte aussi. Hein. Ça, je ne sais pas. Il faut pas. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais c'est que je constate qu'il y a une légèreté, n'est-ce pas, dans les services. Et il faudra que le directeur des cabinets du président de la République puisse revoir cela. Très bien. C'est très dangereux pour la sécurité du président de la République. Très bien. Et l'autre question, je me pose, c'est lui qui filmait cet événement. Il filmait ça pour quelle raison? Pour quelle fin? C'était vraiment la question que j'allais poser. Pour quelle fin? Sur ordre de qui? Sur ordre de qui? Donc, tous ces gens-là doivent être, n'est-ce pas, interpellés pour que la lumière soit faite sur cette question. Très bien. Au fait, de toutes les façons, on s'attendait déjà à un démenti. On savait déjà que la maison civile allait démentir l'information parce que c'était une information à scandale. Donc, c'était prévisible qu'il y ait un démenti. C'était prévisible qu'il y ait les membres de la famille de cette dame passés à la télévision pour faire les démentis, pour apaiser un peu les tensions populaires. Mais c'est qu'on se demande, est-ce que le chef de l'État est bien entouré? S'il ne l'est pas, pourquoi après toutes ces bavures? Parce que c'est pas la première. On a vu les audios sur les réseaux sociaux de la première dame parlant du chef de l'État, allant même jusqu'à leur intimité. Et pourquoi il y a toutes ces fuites? Pourquoi il y a toute cette déviation sur les réseaux sociaux au sujet du chef de l'État? On ne va pas dire à l'époque de Kabila, on n'a pas connu ces déviations, ces dérapages. Mais c'est ça. Il faudra que la cour du chef de l'État soit lavée. Donc, ce sont des personnes que le président de la République considère comme étant collaborateurs. Or, en réalité, ils sont là pour nuire l'image du président de la République. Très bien. Ils doivent veiller à ça. Et je crois qu'il y a une loi qui vient d'être promulguée, la loi sur le numérique, qui devra être vulgarisée. Et cette loi doit être respectée à la loupe. Il faut que les gens soient sanctionnés. Très bien. Il faut que les gens, même celui qui a relayé, en commençant par la première personne qui a publié, et tout celui qui a relayé, il faut que les gens soient sanctionnés. Très bien. Comment comprendre aujourd'hui, même les documents officiels, c'est placé à la place publique sur les réseaux sociaux? Je ne comprends pas. Est-ce que les réseaux sociaux deviennent aujourd'hui les canaux officiels pour publier les documents de l'État? Je me dis que nous avons un problème, un sérieux problème. Très bien. Il faut que les gens soient sanctionnés pour servir d'exemple aux autres. On va être peut-être dur, mais laissez-nous dire qu'il y a une légèreté dans la gestion de la vie privée du chef de l'État. Je ne sais pas si c'est toute la maison civile du chef de l'État qui doit être balayée, mais sinon, il y a vraiment une légèreté dans la gestion de sa vie privée, même de sa vie, parce que
laisser une personne passer toutes ces barrières, ça prouve qu'il n'y a vraiment pas de mesures de sécurité. On va citer avec Martin Fayoulou, qui, à partir de la France, qui s'est prononcé pour les dialogues. D'ailleurs, je rappelle qu'il y avait un délai qu'on avait fixé au chef de l'État allant jusqu'au 15 août. Normalement, selon la C64, il fallait que les dialogues soient organisés avant les 15 août. Mais avant les 15 août, Fayoulou, je crois 2 ou 3 jours avant, il s'en va en Europe. On se demande pourquoi il est allé en Europe. Il a peut-être ses raisons personnelles, mais dès là, il tient des discours. Dans ces discours, il dit que organiser un dialogue sans Joseph Kabila serait déjà voué à l'échec parce que Kabila, c'est l'auteur de la crise. Donc, on ne peut pas parler d'une crise sans pour autant être sur la même table qu'est son auteur. Comment vous réagissez à ça? Vous savez, madame, par moment, nous faisons semblant de comprendre les contours de ce qui se passe à l'Est. Dire que sans Joseph Kabila, sans Corneille Nangaa sur la table, le dialogue sera un échec, oui. Mais si aujourd'hui, Joseph Kabila venait, par exemple, il vient sur la table et Corneille Nangaa vient sur la table, pensez-vous que cette guerre prendra fin définitivement? J'ai dit non. Tout est question des procédures, non, mais ça peut partir de là. Il n'y a pas question des procédures. Je vais vous démontrer. En 1994, il y a l'AFDEL qui est né à l'est de la RDC, sans Mouzé Laurent Désiré Kabila, avec un certain Randou Dissassi. On va chercher Mouzé, on les place là par ses partenaires. Il y avait l'Ouganda, le Rwanda, ainsi de suite. Parce que les grandes puissances avaient comme objectif effacer le maréchal Mobutu qui était le roi, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale. On amène Mouzé. Mouzé arrive à Kinshasa, il prend conscience, je dois mettre fin à ça, et on efface Mouzé. Il y a la guerre qui éclate en 98 à l'Est, avec les RCD, d'une part, les MLC, ainsi de suite. Ok? Les Rwandais imposent sa logique. Pendant ce temps-là, on n'a pas Corneille Nangaa. Il y a des Wamba Diawamba, il y a des comment il s'appelle, Nyarugabo, il y a des Rouberois. Corneille Nangaa n'était pas là. Lorsqu'on on arrive à Sun City, on trouve un accord, on va connaître la constitution de 2006, on doit gérer, d'abord 1+4, on doit gérer, et puis organiser des élections de 2006. Et puis, il y a encore la guerre à travers les CNDP. C'est la même personne Kagame qui change maintenant les animateurs. Il y a les Kunda Batware, il y a les Mutebossi. Donc il y a des gens qui viennent en avant, les autres qui restent derrière. Absolument. Quand on insère le ZIN, donc, après ici, quelques années, les autres là vont, ici, comme la question, Batware était resté en deuxième position. Ici, la question est que Kagame a sa vision pour le Congo. Kagame a ce qu'il cherche au Congo. Kagame est là pour les terres. Kagame est là pour piller les minéraux du Congo et alimenter son économie. C'est-à-dire, après le Kunda Batware, il y a la naissance du M23. M23 qui arrive, pourquoi? Parce qu'on n'a pas répondu au cahier des charges signé le 23 mars 2009. Mais les contextes ont changé. Vous savez que les contextes ont changé parce que maintenant, il y a les acteurs qui entrent en jeu, notamment Corneille Nangaa et Joseph Kabila probablement. Je vais donc répondre. Les acteurs ont changé, les temps ont changé, peut-être les accords aussi ont changé. Comment, lorsque les M23, Runiga part, il y a ici moi qui était le porte-parole du M23, n'est-ce pas, qui était le coordonnateur du M23. Qu'est-ce qui fait que Corneille Nangaa, qui était un président de la CENI ici à Kinshasa, prenne les commandes du AFC M23? Vous pensez c'est par sa taille, sa beauté ou quoi? Non. Le maître a décidé qu'il soit là. C'est-à-dire, il faut mettre des gens pour non, il dit qu'il a été mécontent. Lui, il était mécontent pour son carré minier. Mais il est là, on l'a placé pour légitimer ce qui se passe à l'Est. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même si Corneille Nangaa partait,
il y aura une autre personne qu'on peut créer. Donc vous estimez que donc, moi, je pense que Kabila importe peu. Le problème, c'est le cause du conflit. Absolument, il faut mettre fin aux causes. Parce que si on n'arrive pas à soigner les causes, attendez-vous, n'est-ce pas, à M24, M25. Donc ici, ce qu'il faut faire, nous avons connu, n'est-ce pas, un accord de Washington entre les Congo et le Rwanda. Un accord qui tarde à s'appliquer. Nous sommes ça fait les premiers pas en libérant les prisonniers, les 15 prisonniers. La libération des prisonniers, c'est... Le Rwanda a encore bombardé de l'autre côté. La libération des 15 prisonniers, c'est par rapport au pourparlers des Doha entre le M23 et le gouvernement congolais. Nous sommes déjà à Doha. Certainement, on a délocalisé les pourparlers, c'est maintenant en Suisse, tout simplement parce qu'il y a la guerre du Moyen-Orient. Alors, moi je crois que s'il faut organiser les dialogues ici au Congo, par exemple, il faut qu'il y ait un dialogue entre le gouvernement et l'opposition non armée. C'est-à-dire les opposants dans son ensemble. Demain... Mais l'opposition non armée n'est pas une partie à problème, c'est pas... Écoutez, ici, c'est un problème qui concerne tous les Congolais. C'est-à-dire, nous devons créer une force contre l'agresseur. L'agresseur, c'est le Rwanda. L'agresseur, c'est Paul Kagame. Nous devons unir nos forces, parler le même langage, regarder dans la même direction. C'est ce qui est important. Et demain, si on arrivait à réunir tous les acteurs politiques non armés, et on pourra peut-être exiger demain se retrouver sur la table entre le gouvernement, l'opposition non armée, le M23 et Kagame, mettre fin définitivement à ce qui se passe à l'est de la RDC. Je crois que demander à Kabila et Nanga, parce que nous savons tous que Kabila a un problème contre notre justice, Nanga a un problème avec la justice congolaise, ils ne viendront pas. Donc, ici... Mais le dialogue, c'est la blanchisserie. Non. La blanchisserie vient après. Ce n'est pas le préalable. Ça vient après. Au cours des dialogues, vous dites que non, bon, voilà, on doit apaiser, on doit libérer ceux qui étaient arrêtés. Par contre, qu'ils envoient leurs délégués, par exemple, Kabila peut se faire représenter. Donc, Kabila, ses délégués, donc Kabila, Nanga, Bissimwa, leurs délégués sont à Doha. Ils sont à Doha. Nous sommes en pourparlers. Nous sommes en pourparlers. Même M. Fayoulou le sait. Le gouvernement est en pourparlers avec M23 AFC. C'est pas la première fois. Écoutez, je vais vous rappeler une chose. J'ai suivi l'archevêque de Kigali qui dit que Masisi Rutshuru appartient au Rwanda. Donc, le problème du Rwanda, c'est annexer une partie de l'Est de la RDC au Rwanda. Deuxièmement, Paul Kagame dit que ce qui se passe là, ce qu'ils font là comme tractation, ainsi de suite, ça ne le concerne pas. Donc, ce que cela veut dire, aujourd'hui, Kabila peut partir, Nanga peut partir, Kagame pourra chercher quelqu'un d'autre pour placer à la tête du M23. Donc, le problème, ce ne sont pas les acteurs, mais c'est les motivations du Rwanda. Absolument. Les motivations du Rwanda. Rwanda est là pour mettre fin, comment piller nos minéraux. Et c'est pourquoi le président de la République, ayant compris cela, il s'est décidé, n'est-ce pas, d'aller vers ceux qui financent le Rwanda. C'est les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne, c'est la France. Vous avez bien vu cette histoire de Mozambique. La France qui finance le Rwanda sous prétexte qu'ils sont en train de traquer, n'est-ce pas, comment protéger le pétrole du Mozambique. Or, les armes qu'on envoie pour aller au Mozambique, ces armes-là se retrouvent à l'est de la RDC. Donc, il faut commencer par mettre fin ou couper les cordons entre les financements de puissances étrangères au Rwanda. Aujourd'hui, on ne doit pas se voiler la face. Kagame, jusqu'à preuve du contraire, est comment on appelle ça, le meilleur élève des Occidentaux. Est-ce que vous comprenez que Kagame, les Occidentaux, parce que finalement, on est tenté de dire que
la RDC souffre d'une guerre minière. Absolument. Voilà, alors en complicité parce qu'il y a le minerai qui quitte nos terres pour être raffiné au Rwanda, ensuite être acheminé dans les grands marchés internationaux comme on nous l'avait signalé par les enquêtes menées par les organisations internationales. Mais est-ce que vous ne pensez pas que Kagame et les Occidentaux qui les téléguident profitent de la légèreté de la gouvernance en République démocratique du Congo? Non. Cette légèreté pourrait être l'une de principales causes même de ces situations dans l'Est de la République démocratique du Congo. Écoutez, lorsque vous parlez de la légèreté du gouvernement de la République démocratique du Congo, mais je ne sais pas de quel gouvernement dont vous faites allusion. Le gouvernement de Tshisekedi, le gouvernement de Joseph Kabila ou le gouvernement du maréchal Mobutu. Non. Parce que cette crise n'a pas commencé avec... Je rappelle qu'il y a un principe de continuité de l'État. Absolument. Donc je peux partir des Kassavou Ici, jusqu'à Tshisekedi, je parle de l'État. Le problème est que le Congo souffre parce qu'il est potentiellement riche en minerais. Et les Occidentaux se disent que ces minerais, nous devons en profiter. Il n'y a pas que les États-Unis, il y a la Chine. Il y a les Asiatiques aujourd'hui. C'est la guerre de puissance économique qui s'est fait à la partie est de la RDC. Et on vous prend, vous les Congolais, on vous place devant inconsciemment, tout simplement pour légitimer ce qui se passe à l'Est. On va dire que non, ce qui se passe à l'Est, c'est une rébellion pour chasser Tshisekedi. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Même si les Nanga venaient aujourd'hui prendre le pouvoir au Congo, vous pensez que ça va s'arrêter? Non. Ça ne va pas s'arrêter. Quand je parle de légèreté, donc, mettre fin à cette guerre, il faut trouver une fois pour toutes un compromis. Et je pense, avec ce que le président de la République avait fait avec les États-Unis, certainement, les démocrates ne sont pas d'accord, certains, ne sont pas d'accord avec ce qui a été fait. Okay, vous savez, il y a une guerre entre les démocrates et les républicains sur le plan de gestion. Pour eux, il faut financer. Cela permettra au Rwanda de piller et mettre à la disposition, par exemple, ceux qui font, comment on appelle ça, Microsoft, ainsi de suite. Ils utilisent les minerais de l'Est de la RDC. Je rappelle ceux qui fabriquent aujourd'hui, avec la guerre de l'Iran, aujourd'hui on parle de nucléaire, tous ces ressources proviennent de la RDC. Je rappelle, s'il faudrait le dire, ça allait même m'échapper, ça me revient, parce que quand j'ai parlé de légèreté dans la gestion, vous m'avez demandé si c'était des temps de Kabila ou de Tshisekedi, je vous ai dit, j'ai généralisé. Actuellement, il y a une enquête qui s'est conclue d'un média d'investigation, je crois que c'est Light Story Report, qui nous dit que de 2006 à 2026, il y a entre 200 000 et 500 000 tonnes d'uranium de la République démocratique du Congo qui part en Chine. Et ça n'a pas été acté. Donc, le gouvernement congolais ne sait même pas que pendant tous ces temps, il y a autant de quantités de tonnes d'uranium qui traversaient vers la Chine. Et ça se passe au Katanga. Mais c'est ça, aujourd'hui... C'est comme ça, j'ai dit, comment on peut être léger jusqu'à ces points? Vous savez, c'est quand même des quantités considérables et ce ne sont pas des petites quantités. Aujourd'hui, nous disons que le Congo est riche, En réalité, le minerai se trouve au Congo, mais ça n'appartient pas aux Congolais. Le minerai, il y a une cartographie qui présente près de 80% des minerais du Congo appartient à la Chine. Très bien. Il y a une dizaine, 5%, 2%, que la France, la Grande-Bretagne, c'est pourquoi les États-Unis est dans la logique de renverser la tendance. Il a compris. Qu'est-ce que le Rwanda donne à ces pays que la RDC elle-même ne peut pas donner à ces pays pour que finisse enfin cette guerre? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à Tshisekedi de donner à toutes ces puissances-là ce que Kagame est en train de leur donner? Parce que nous sommes en diplomatie, il n'y a que d'intérêt. Bon, pourquoi ne pas leur fournir ce qu'ils veulent pour que ça aille? Pourquoi il ne fait pas des accords concrets avec, et comme ils l'ont fait avec Kagame? Nous avons, par exemple, créer des raffineries ici en République démocratique du Congo et tout ce qui va avec. Nous avons signé un accord avec les États-Unis.
pour que les États-Unis viennent financer, comment investir au Congo. Il y a un budget qui a été évalué à la hauteur, je crois, des 350 milliards de dollars américains pour 15 ans. Très bien. Alors, c'est tout simplement pour décourager le pillage, n'est-ce pas, de nos minéraux. Parce que je pense que chez Kagame, ils les prennent peut-être au prix dérisoire. Très bien. Au prix dérisoire, au prix du sang par exemple. Très bien. C'est-à-dire Kagame coopère avec les multinationales qui les protègent, qui les financent, qui lui donnent les armes, ainsi de suite. Et je crois que le président de la République avait compris aujourd'hui avec l'administration Trump qu'on puisse se mettre d'accord pour que les États-Unis avec son influence puisse changer la tendance sur le plan international. Très bien. Et je pense que ce n'est pas encore effectif sur le terrain. Nous espérons que le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères, continue à travailler sur le plan international pour convaincre davantage. Et Kagame aussi, de son côté, il est dans la logique de retarder les choses parce qu'il sait qu'au mois de novembre, il y aura des élections aux États-Unis où peut-être les démocrates pourront prendre, n'est-ce pas... Oui, parce qu'avec la gestion des Trump, il faut s'attendre qu'il soit... Absolument. Donc Kagame sait qu'au mois de novembre, la tendance peut changer, les démocrates peuvent prendre la majorité et ça peut changer la donne parce que pour Kagame, ce sont les démocrates qui les soutiennent. Et tous ces multinationales sont derrière les démocrates. Et le président de la République est en train de travailler arrache-pied. Mais les Congolais devraient comprendre que nous avons que le Congo. Très bien. C'est à nous de prendre conscience. On va citer... De prendre conscience que le Congo nous appartient. Tous ces Occidentaux, les voisins sont en train de nous manipuler inutilement, de s'entretuer tout simplement pour leur permettre de s'enrichir. Très bien, on va citer... Si aujourd'hui on vous demandait, c'est la dernière question, si on vous demandait aujourd'hui de dresser un format du dialogue, du probable dialogue qu'on va avoir, quel format du dialogue dresserez-vous? Tenant compte que vous êtes de la Ligue des serviteurs, vous êtes de l'Union sacrée et vous êtes congolais aussi. S'il faut faire un format du dialogue, il faudra que ce dialogue soit inclusif. Quand je parle de l'inclusivité, il faut voir tout le monde. Je vais vous donner un cas simple. Il y a tout le monde est Kabila, non? Non, je parle de dialogue qui ne va voir que les acteurs politiques qui n'ont pas touché les armes. Ça, c'est exclusif déjà. Non, ce n'est pas exclusif. Comment voulez-vous enterrer la justice au nom du dialogue? Madame, vous pouvez être contente de voir celui qui a tué votre frère, votre sœur, au nom du dialogue soit blanchi. Hier, ça a été avec les MLC. Dans les dialogues, ne peut pas être une blanchisserie. Non. Si on doit continuer avec demain, moi aussi, si au nom n'est-ce pas, de frustration, je peux aller prendre les armes et je sais que quand je prends les armes, je serai écouté. Ntingi Pouloulou est là. Il a été, n'est-ce pas, roulé. On l'a ravi, c'est 2 sièges au niveau national et au niveau provincial. Il a déboursé l'argent, près de $600 000 pour organiser sa campagne électorale. Et voir ces messieurs rester chez lui, vous pensez que lui est incapable, n'est-ce pas, au nom de la frustration, aller prendre les armes? Non. Mais vous avez vu l'église pour consulter, n'est-ce pas, la classe politique. On a laissé Ntingi Pouloulou ici, on est allé là-bas en Belgique, voir Franck Diongo. On est allé chercher, je crois, certaines personnes qui sont en Europe. Ils sont allés au risque même de leur vie au Rwanda, à Goma, la partie occupée. Donc, c'est-à-dire, nous voulons voir l'inclusivité des gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas pris les armes, qui n'ont pas tué, n'est-ce pas, les Congolais. Et à l'issue de ces dialogues, on verra qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. C'est lui qui a tué. Et puis ça va se solder par un partage des pouvoirs, probablement. Absolument, c'est ça la logique. Aujourd'hui, les gens sont au bout du souffle. Tout le monde veut aller au dialogue pour avoir un poste et se faire la santé financière. Très bien. Et les problèmes des Congolais sera mis à part. Quelqu'un comme Tingi, quand il va au dialogue, c'est-à-dire il va apporter, n'est-ce pas, son expertise, il va apporter, n'est-ce pas, un cahier de charges qui porte les attentes de la population congolaise. Ça prouve parce qu'il pouvait dire que je suis aussi frustré, je vais prendre les armes. Il ne l'a pas fait. Très bien. Il ne l'a pas fait. Merci beaucoup, fidèles amis téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Je sais que vous aimeriez qu'on reste encore là, puisqu'on a touché tout le point saillant et on dominé
l'actualité en République démocratique du Congo et en dehors de ses frontières. Nous avions reçu pour vous Monsieur Steve Kabasele. Je rappelle qu'il est cadre de la Ligue des serviteurs, parti cher à l'honorable Ntingi Pouloulou. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. On vous accorde un dernier mot. C'est moi qui vous remercie pour cette occasion d'être votre invité de ces jours. Je suis très ravi. Je demanderai aux Congolais de croire, n'est-ce pas, à l'avenir de ces pays. Et ces pays qui est en train d'être métamorphosé tous les jours. Dans 7 ans du pouvoir du président de la République, nous avons vu comment nos communes sont en train de changer avec les routes qui sont construites, certaines routes réhabilitées. Croyons au président de la République, soutenons les institutions de la République et nous espérons que s'il y aura les dialogues, que ces dialogues soient au nom du peuple, pour l'intérêt du peuple. Très bien. Merci encore une fois de plus, madame, messieurs, de nous avoir religieusement suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Cette équipe chapeautée de main de maître par Fabrice Lombi, que nous saluons. Si vous voulez suivre cette émission en rediffusion, demain déjà dimanche à partir de 22h30 sur Ntingi Télévision ou carrément allez sur Ntingi Télévision officielle YouTube. Vous y trouverez toute l'intégralité. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.